Yo les bros, c'est Goji et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la toute nouvelle review du chapitre 1015 de One Piece. Il s'en est passé des choses en une quinzaine de chapitres, le début du combat entre les Supernova et les Yonko, la nouvelle force de Luffy et Zoro face à Kaido, le faux retour d'Oden Kozuki et évidemment récemment la défaite de Luffy. Bien sûr ce n'est qu'un très vaste résumé mais wow, ça bouge beaucoup mine de rien en ce moment. Aujourd'hui ne déroge pas à la règle avec ce nouveau chapitre et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Un merci infini pour tous vos commentaires de soutien lors des reviews, je me donne à fond pour vous régaler un maximum et vous me le redonnez au centuple. Merci, merci et merci du fond du cœur. Si vous le souhaitez pour me soutenir, vous pouvez laisser un j'aime sur cette vidéo et vous abonner pour être au courant des futures parutions. C'est la meilleure récompense que vous pourriez m'offrir, alors un grand merci à vous et en avant pour cette review du chapitre 1015 de One Piece. Le combat entre Chopper et Queen continue. Comme nous avons pu le voir dans le dernier chapitre, Chopper était loin d'avoir l'avantage. Bien qu'il ait pu améliorer son Monster Point jusqu'à étendre sa durée d'utilisation à 30 minutes, rien ne pouvait combler l'écart immense entre sa puissance et celle de Queen. Plus encore, le commandant de Kaido jouait, c'est en tout cas ce qu'il laisse sous-entendre, narguant Chopper au bord de l'épuisement, ayant pourtant donné tout ce qu'il avait. Il faut dire que la configuration du combat n'était pas à son avantage. Queen étant déjà une pointure largement supérieure aux adversaires qu'il a pu affronter par le passé, il fallait également que Perospero intervienne dans le combat, lui occasionnant des blessures supplémentaires. Alors que ces deux adversaires dévoilent une nouvelle facette de leur puissance en utilisant des techniques qu'ils n'avaient encore jamais utilisées à ce jour, le combat prend une toute autre tournure quand le plus héroïque des Mugiwara apparaît pour prêter main forte à son Nakama, Sanji. Il est enfin là, intervenant dans le combat avec son légendaire Diable Jump, attaquant Queen en pleine face, lui brisant les crocs. D'un coup de maître, il utilise une nouvelle technique parvenant à blesser Queen, qui lui-même ira toucher Perospero par inadvertance. Quelle incroyable entrée en scène. Le voir aussi confiant réveille aussi la flamme chez les autres combattants ayant perdu l'espoir. Tout ça en portant un Zoro blessé de son combat sur son dos, il parvient malgré tout à porter une attaque suffisamment puissante à Queen, marquant le début d'un nouveau combat entre des grandes puissances de l'équipage des Mugiwara et de celui de Kaido. Ce chapitre marque le premier et sans doute le dernier véritable combat que Sanji va livrer dans cette guerre de Wano Kuni. Si c'est le cas, alors nous pouvons nous estimer très chanceux. Le voir affronter Queen est sans doute le meilleur choix qu'Oda aurait pu faire le concernant. Il nous avait déjà mis la puce à l'oreille au chapitre 995 lorsque Queen a trouvé un intérêt à Sanji en voyant qu'il appartenait à la même famille que Judge Vinsmoke, le roi du Garma Double Six, mais surtout un scientifique hors pair ayant découvert avec Vegapunk le clonage du facteur de lignage. Le principal à retenir est donc qu'il va affronter une calamité, l'une des trois plus grandes forces d'un Yonko. En plus de débuter un des premiers vrais combats d'Onigashima, ce duel entre Queen et Sanji est totalement en l'honneur de ce dernier. C'est aujourd'hui le plus gros combat qu'il attend depuis de très nombreuses années. Rendez-vous bien compte que si on met l'équipage de Kaido sur une échelle de puissance, Queen est censé se retrouver en 3e position après King et le capitaine en personne. Ce combat pour Sanji est la meilleure façon de le propulser à un niveau de commandant de Yonko, au même titre que Zoro qui a très largement démontré sa puissance dans son combat contre Kaido. Luffy a donc aujourd'hui plus que jamais l'envergure d'un empereur. Il se bat face à l'un d'eux qui le reconnaît comme étant un grand adversaire. Son premier commandant est capable des plus grandes prouesses au point de blesser ce dit empereur réputé invincible et son deuxième commandant s'occupe de son équivalent dans l'équipage adverse. Lorsque Luffy aura vaincu Kaido et Sanji aura vaincu Queen, nous aurons alors d'autant plus cette sensation que l'équipage des Mugiwara se place parmi les plus puissants des pirates actuels tout en étant digne de celui d'un empereur. Comme vous l'aurez compris, son combat entre Queen et Sanji est bien plus important qu'il n'y paraît, un poids bien plus lourd et une signification bien particulière orbitent autour de cet affrontement d'un point de vue rapport de force et position des Mugiwara vis-à-vis de leur ennemi. Mais pas seulement, car Queen sait indéniablement quelque chose au sujet de Judge. Étant lui aussi lié au domaine scientifique, on peut alors penser que les futures discussions aient toute la science et la technologie comme thème. Pourquoi Orochi et par extension Kaido voulait Vegapunk au tout début de l'arc de Wano Kuni, ce même Vegapunk ayant travaillé avec le père de Sanji. Quelle serait la véritable histoire du Garma Double Six? Pourquoi Sora, le héros de la marine ayant vaincu le diabolique Garma, partage le même nom que la mère de Sanji? Quelles ont été les autres trouvailles scientifiques de Judge Vinsmoke et pourquoi Queen semble autant lui porter d'intérêt? Il y a énormément de points exploités dans ce combat. Après un arc de Whole Cake Island ayant laissé en suspens de nombreuses questions autour de Sanji et sa famille, Wano Kuni pourrait, à travers Queen, dévoiler de multiples secrets sur les origines des Vinsmoke. C'est également son premier véritable combat après l'obtention et la première utilisation de sa Red Suite. Alors va-t-il continuer d'utiliser? A-t-elle été modifiée par Franky Usopp au cours de ces 2 dernières semaines? Eh bien nous n'avons plus que quelques chapitres à attendre pour avoir la réponse à toutes ces questions. Pour ce qui est du destin des autres personnages, eh bien Perospero aura semble-t-il un combat face à Nekomamushi, lui aussi voulant venger Pedro de sa mort. Chopper quant à lui risque d'être très vite en incapacité de bouger mais va attribuer les soins nécessaires à Zoro pour qu'il se rétablisse un minimum avant la fin de l'arc. Après tout ce qu'il a pu
pu faire sur le toit d'Onigashima face à Kaido et Big Mom, Zoro sera-t-il capable de combattre à nouveau? Nous savons qu'il dispose d'une vitalité exceptionnelle, mais au point de revenir sur le devant de la scène aussi vite, c'est assez peu probable. Les participants de cette grande guerre voient leur rôle être redistribué et de nombreux remous sont encore à prévoir en cette fin d'arc de Wano Kuni. Le chapitre 1014 s'était clos d'une des façons les plus tragiques qui soit, Kaido portant un coup frontal à Kinemon, l'écrasant sous le poids de sa puissance et de son kanabo. La question de sa survie était alors très justement posée. Kinemon était-il capable de survivre à un tel coup? C'est le cas comme nous avons pu le voir aujourd'hui et c'est plutôt logique, puisque l'importance de Kinemon fait de lui un personnage qui ne mourra réellement, en tout cas si Oda le choisit, que dans une scène dramatique et théâtrale à souhait. À la fin de l'arc, sous les yeux d'un maximum de personnes, dont Luffy, c'est un grand minimum pour un tel personnage qui aura partagé 9 années de vie avec nous dans cette grande aventure. Kinemon s'accroche à la vie et défie Kaido. Dans un émouvant flashback, toute sa relation particulièrement forte avec Momonosuke se dévoile. Une relation de père et de fils au-delà du maître et du serviteur. Aux antipodes de Kaido et sa relation avec Yamato, ce flashback nous rappelle les vents et les tempêtes qu'ils ont dû traverser pour arriver à ce jour précis. Le Yonko s'empare d'un des katanas jonchant le sol et transperce l'abdomen du samouraï, nous laissant une nouvelle fois dans un suspense insoutenable qui permettra par-dessus tout à Momonosuke et Shinobu de s'enfuir à nouveau. Et c'est cet homme qui va désormais nous intéresser. Oui, je qualifie Momonosuke en tant qu'homme désormais car il est entièrement capable de prendre la responsabilité de son grade pour rassurer son peuple. Même s'il n'est pas de taille à affronter Kaido, Luffy lui peut le faire à sa place. Et ce sont ces mots qui veulent nous dévoiler pour remotiver nos combattants. En effet, la voix qu'il a entendue dans le dernier chapitre n'était que celle de Luffy, bien qu'il soit inconscient, lui demandant de dire à tout le monde qu'il était vivant et qu'il reviendrait. Ils ne doivent pas perdre espoir et continuer à combattre. Les samouraïs comprennent alors mieux la motivation des Mugiwara à continuer le combat, tout simplement car le miracle s'est produit à nouveau. Luffy est là, ou du moins, il va revenir. Pendant ce temps, Momonosuke et Shinobu doivent fuir Kaido qui les a malheureusement bloqués contre les rochers. Shinobu n'a plus d'autre choix que d'utiliser sa technique secrète et grâce à son Juku no Jutsu, elle parvient à détruire les rochers, tombant elle aussi avec Momonosuke de l'île sous le regard de Kaido. La gravité semble très forte sur Onigashima, encore une fois ça ne représente aucunement une fatalité. Shinobu peut planer grâce au parachute qu'elle dispose et qu'elle a pu nous montrer par le passé, tandis que Momonosuke lui aussi peut utiliser son fruit du démon pour invoquer les fameux nuages de flammes sur lesquels il s'accroche. Je mise sur cette option. Il nous a teasé il y a quelques chapitres une utilisation beaucoup plus contrôlée de son fruit du démon, alors j'imagine que c'est le moment pour lui de nous le démontrer en étant pour une fois non pas le sauvé, mais bel et bien le sauveur. Si le cas de Momonosuke n'est pas inquiétant, alors qu'en est-il de celui de Luffy ? Le plus gros twist de ces 3 derniers chapitres tournait autour de Luffy, lui qui était pourtant si confiant et qui nous avait tant mis en confiance également dans son objectif de vaincre Kaido s'est retrouvé défait une nouvelle fois par le seigneur des bêtes. Plus encore, sa vie était en danger après avoir chuté de l'île d'Onigashima en direction de la mer, le châtiment ultime pour un utilisateur de fruits du démon. Tout semblait alors perdu, et seule une intervention extérieure pourrait sauver Luffy d'une mort certaine après qu'il soit dans une véritable incapacité de nager. Après moult idées et théories plus uniques les unes que les autres, il s'avère simplement que ou du moins les grands sauveurs de notre capitaine, se trouve être l'équipage de l'eau à bord de leur sous-marin, resté dans les mers de Wano Kuni après l'élévation d'Onigashima dans les airs. Tout va bien, le héros est là, mais il apporte à nouveau plus de questions que de réponses. Comment Luffy est-il parvenu à faire entendre sa voix au sein de l'équipage de l'eau? Que ce soit Momonosuke, on peut le comprendre. Ce dernier est particulièrement sensible et semble avoir un don, voire même une connexion à Luffy. Pour l'équipage de l'eau, eh bien c'est différent. Ce pouvoir viendrait-il alors de Luffy lui-même? Parviendrait-il désormais à faire résonner sa voix, sa conscience directement chez ceux n'ayant pourtant pas la capacité de l'entendre? Une telle prouesse peut avoir plusieurs significations et plusieurs sources. En effet, la première chose m'ayant traversé l'esprit est qu'il s'agit d'un pouvoir directement lié au Haki des rois. La volonté de Luffy serait tellement forte, son ambition serait tellement puissante qu'elle résonnerait à travers l'environnement. Cela me fait également penser à une scène apparemment propre à l'anime de One Piece, ayant teasé des années avant son explication les 3 formes du Haki à travers les mots d'Iluluk. Il sous-entendait que les pirates avaient des aptitudes spéciales, le corps dur comme de la pierre, la vue d'un aigle et la voix capable de séparer le ciel en deux. Bien évidemment, vous aurez reconnu les 2 premières formes de Haki, et la voix capable de séparer le ciel en deux serait simplement le Haki des rois qui nous a été démontré à 2 reprises, séparant les nuages lorsqu'ils étaient confrontés, comme lors de la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche et Kaido et Big Mom. Serait-ce alors cette même voix que le Haki des rois permet de faire résonner, et ce, sans même parler? Ou alors est-ce le même genre de pouvoir qui sommeille au fond des poneglyphes, eux dont la voix peut être perçue alors qu'il ne s'agit que de la pierre? Ou bien encore quelque chose de similaire au roi des mers, toujours en revenant sur un
un titre royal, seules ces créatures semblent capables de communiquer avec les autres grâce à de la télépathie. Quoi qu'il en soit, on touche quelque chose du doigt. Luffy a possiblement un lien avec ce que je viens d'évoquer, mais il est difficile de cerner comment ça fonctionne. En tout cas, s'il s'agit bel et bien de Joy Boy, la volonté voire même l'esprit de ce dernier vit peut-être en Luffy et agit comme un subconscient caché. C'est l'ancien Joy Boy qui aurait appelé à l'aide, comme c'est lui qui guide Luffy et insuffle sa volonté depuis le début pour l'aider à mener à bien une certaine prophétie. Pour la suite, la véritable question est de savoir comment Luffy va pouvoir remonter sur l'île d'Onigashima. Va-t-il voler grâce à son bandman ou quelqu'un va-t-il le transporter? S'il doit compter sur quelqu'un, eh bien là encore, nombreuses sont les possibilités à le prendre en compte. Itetsu a été vu pouvant voler dans l'anime de One Piece. Peut-être qu'en se rendant sur Onigashima pour aider Otama, il aiderait également Luffy au passage. Il ne faut pas non plus négliger la présence de l'équipage de Big Mom. Maintenant que Luffy est de nouveau sur la mer, il pourrait faire leur rencontre alors que ces derniers tentent d'accéder à l'île flottante dans le ciel. Et pour finir, on en parlait plus tôt, mais Momonosuke pourrait lui aussi venir le chercher afin de l'aider à retourner au combat plus motivé que jamais. Ça ne répond pas à toutes les questions que nous nous posons, mais Oda semble vouloir nous mener vers une voie très mystique, voire même antique de l'univers de One Piece, et cette fin d'arc de Wano Kuni risque d'être clairement à la hauteur de nos attentes en termes de révélation. Il est temps de voir comment se débrouillent les autres Mugiwara et c'est au tour de Nami et Usopp de revenir au devant de la scène. Enfin, tout cela que pendant un très court instant, suffisant pour nous montrer que, sans savoir réellement comment, Nami a récupéré Zeus et il est en vie. Il aurait fusionné avec son Climattact et ça y est, ces deux-là ne semblent pas prêts à être séparés à nouveau. Big Mom, quant à elle, trouve non pas un mais deux nouveaux adversaires. C'est effectivement face à Law et Kid qu'elle se retrouve désormais suite à une alliance spontanée et inattendue entre les deux gros caractères des supernovas. Alors que la victoire de Kid en solo me paraissait totalement impossible, je dois dire que la présence de Law change la donne. Et si ces deux-là parvenaient vraiment à vaincre Big Mom, réellement. Luffy lui est destiné à battre Kaido, on nous le répète 5 fois par chapitre, mais imaginez-vous les conséquences mondiales si deux autres supernovas l'emportent face à un autre empereur. Leur prime exploserait, tout comme leur renommée qui atteindrait des sommets faramineux. Ils deviendraient l'image et la représentation de nouveaux empereurs, car une fois que Big Mom et Kaido chuteront, qui les remplacera? Barbe Noire a bien pris la place de Barbe Blanche car il est celui l'ayant tué. Qu'en sera-t-il de Kaido lorsque Luffy le vaincra, ou de Big Mom si elle perd face à Kid et Law? Auront-ils encore la légitimité d'être considérés comme les plus puissants pirates des mers? Le système des Yonko est sûrement voué à disparaître, mais nous pouvons être sûrs que leurs remplaçants, Kid, Law et Luffy, seront totalement à la hauteur après les avoir combattus, et surtout vaincus dans cet arc de Wano Kuni. Malgré tout, ne sous-estimons pas nos Yonko actuels. Ils ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne jouaient pas dans la même cour que leurs adversaires, et que malgré l'humiliation qu'on peut leur reprocher, ils n'ont jamais dérogé à leur réputation. Ce chapitre viendra se clore sur une scène très longuement attendue. Alors que Kaido se trouve à l'extérieur de Nigashima, Yamato apparaît au sommet du dôme, prenant l'avantage de la hauteur sur son père. Yamato est là pour couper les liens avec son père. Une belle métaphore rappelant les chaînes l'ayant entravé pendant 20 longues années, et semble s'apprêter à affronter son ennemi juré. Nous y sommes, ce moment d'anthologie opposant Yamato à Kaido. Jamais nous n'aurions cru autant espérer vivre cette rencontre jusqu'à la première mention et apparition de Yamato il n'y a de ça qu'un an. Outre un combat, c'est surtout la révélation de leur histoire commune que j'attends. Évidemment, le fruit du démon de Yamato est à deux doigts de nous être révélé, ce qui répondra à une question récente de seulement quelques mois, mais qui est sur le bout de nos lèvres à chacun. Mais comprendre d'où vient la tristesse de Kaido, ou d'où vient son invulnérabilité, ou même simplement l'origine de Yamato, ce sont toutes ces raisons qui ont poussé notre patience à bout jusqu'à aujourd'hui, qui semble être notre salut. Tout pourrait commencer dès le prochain chapitre, mais la multitude de personnages qu'Oda a à gérer dans cette guerre freine grandement le rythme de l'évolution de certains personnages. En tout cas, c'est ainsi que se clôt ce chapitre 1015 de One Piece, ainsi que ma vidéo. C'était une fois de plus un très bon chapitre, même s'il a cette fâcheuse habitude de nous apporter plus de questions que de réponses, comme je le disais un chouïa plus tôt. La tension monte crescendo et c'est surtout les futures révélations qui me font peur. Oui, de nombreuses choses que j'attends depuis peut-être des années sont prêtes à être dévoilées, ça se voit et ça se sent. Oda veut nous en dire plus sur One Piece. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette review vous aura plu les bros, ça a été comme d'habitude un véritable plaisir de la partager avec vous. Merci encore 1000 fois pour tout votre soutien, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!